Pour en parler avec nous dans ce studio, Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonsoir, Yigal Palmor. Vous avez été le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Et Daniel Sheikh, bonsoir à vous, ancien ambassadeur d'Israël en France. Alors, quelle est la stratégie? Parce qu'on ne comprend pas bien finalement dans une période où on se dit il faut respecter le statu quo, ce que les Palestiniens réclament. Quelle est la stratégie poursuivie avec une telle résolution, Yigal Palmor? Je crois que c'est très simple. Dans les institutions internationales, les Palestiniens mènent une campagne depuis longtemps pour obtenir des avantages, pour obtenir une reconnaissance. Et à l'UNESCO, notamment, ils ont obtenu un succès retentissant lorsqu'ils ont été admis en tant qu'État il y a quelques années avec l'aide active du président français, n'est-ce pas, Nicolas Sarkozy. Une fois qu'ils ont été admis, ils n'ont eu de cesse de faire passer des résolutions comprenant dans le patrimoine islamique ou arabe ou de l'humanité ou sous tutelle palestinienne des sites et des lieux. Et là, je crois que ça fait simplement partie de cette campagne qui vise à placer les Palestiniens au centre de tout ce qui se passe, je dirais, sur la grande Palestine, dans les résolutions de l'UNESCO qui octroierait par là même une certaine reconnaissance et une légitimité aux exigences palestiniennes. Ouais. On peut y voir une provocation, à votre avis, ou pas, Daniel Sheikh? Vous savez, puisque l'UNESCO a vu passer des résolutions plus bizarres que celle-ci encore, je ne vois pas en quoi celle-ci est plus provocante que d'autres. Mais je pense que venant des mêmes pays qui exigent le respect du statu quo de manière tellement véhémente et bruyante depuis quelques semaines, c'est évidemment, ça enlève un peu la crédibilité de cette exigence. Mais je pense que Yigal Palmor a raison. C'est un moyen pour faire parler d'eux, faire parler des sujets qui les intéressent. Et puis, ma foi, vous savez, la diplomatie dans les organisations internationales, c'est comme un jeu d'échecs. On bouge un pion, on sacrifie un autre, on recule avec celui-ci. Donc ça peut être un pion avancé sans véritablement penser qu'il servira à quelque chose. Mais pour l'enlever, on peut demander un prix sur un autre dossier, par exemple. Emmanuel Navon? Je ne pense pas qu'il s'agit d'une volonté de reconnaissance. Ça fait partie de la stratégie et de la diffamation palestinienne depuis des années. Il faut bien comprendre qu'à l'UNESCO, comme d'ailleurs à l'Assemblée générale des Nations unies, les Palestiniens jouissent de cette majorité automatique depuis les années 70. Et si on parle de l'UNESCO, vous savez, dans les années 70, il y avait ce rituel à l'UNESCO où l'Assemblée de l'UNESCO envoyait un spécialiste de l'archéologie dans la vieille ville de Jérusalem, qui s'appelait le professeur Lemaire, pour prouver, entre guillemets, qu'Israël détruisait les mosquées. À chaque fois, il revenait en disant c'est faux, Israël protège les lieux saints, et l'Assemblée générale de l'UNESCO ignorait tout simplement son rapport. Et ils ne font qu'utiliser cette majorité. D'ailleurs, regardez quels sont les pays qui ont soumis cette résolution. C'est uniquement des pays arabes. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mythe selon lequel le mur des lamentations fait partie des mosquées, c'est un mythe qui n'est pas nouveau. Il avait été inventé par Haj Jamil al-Husseini dans les années 20, qui avait affirmé tout d'un coup, en voyant les Juifs importer des tables et des chaises au mur des lamentations, qu'il s'agissait de Al-Burak, à savoir là où Mohamed aurait attaché son cheval ailé, alors qu'aucun docteur de la loi islamiste ne l'avait affirmé jusque-là. Et bien qu'il avait déclaré le mur des lamentations faisant partie du Waqf, il en avait fait un dépotoir d'ordures et d'excréments. Donc on se pose la question effectivement de l'authenticité de cette théorie. Et puis cela a été repris par Arafat, qui avait déclaré à l'époque que le mur de lamentation, c'est Al-Burak, et cela fait partie des mosquées, etc. Donc Mahmoud Abbas ne fait que répéter cette mythologie. Mais encore une fois, ce déni de l'histoire juive, cela fait partie de la propagande palestinienne, de cette campagne d'incitation qui a commencé en accusant Israël et les Juifs de souiller la mosquée d'Al-Aqsa, qui n'a fait que reprendre encore une fois la mythologie de Al-Husseini dans les années 20. Cela va dans la ligne directe de la propagande palestinienne qui, encore une fois, s'appuie sur sa majorité automatique à l'UNESCO et à l'Assemblée générale qui existe depuis plus de 40 ans. Alors vous avez entendu ce qu'a dit Ban Ki-moon ce soir, hein, il a dit aucune initiative unilatérale n'a de chance d'aboutir, il faut que les deux parties, ça ne viendra que d'elles, se remettent autour de la table des négociations. C'est la seule solution pour vous aussi, Yigal Palmor, mais on en est loin. C'est convenu, il faut, pour résoudre un conflit, que les deux parties du conflit se parlent et trouvent un arrangement. Je crois que c'est une vérité de la palisse, parce qu'aucune partie ne pourra imposer à l'autre un accord, un arrangement ou je ne sais
c'est pas une sorte de paix imposée. Ça n'existe pas. Bien sûr qu'il faut qu'on se parle, ça c'est évident. La seule question est de savoir dans quel terme et sur quoi exactement, sous l'autorité de qui, et qui pourra garantir que ces pourparlers qui aboutiraient peut-être à un résultat apporteront un résultat qui pourrait être imposé, puisque évidemment si on parle d'un grand plan de paix entre Israéliens et Palestiniens, on n'en est pas là, mais si vous voulez qu'on en parle, eh bien qui pourrait l'imposer à Gaza? C'est une question légitime. Donc il y a beaucoup de grandes questions très lourdes qui n'ont pas été soulevées par Ban Ki-moon. Je crois qu'il est venu avec quelques formules simples, mais je crois que son objectif est beaucoup plus modeste. Je ne crois pas qu'il aspire à renouveler les grands pourparlers de paix israélo-palestinien, mais simplement à aider à ramener le calme là tout de suite à Jérusalem. Il a peut-être quelques idées qu'il n'a pas révélées. Il cache peut-être quelques formules secrètes ou quelques plans astucieux dans son sac. On le verra. Il va parler aux Jordaniens, il va parler aux Palestiniens. On verra s'il y a quelque chose derrière cette visite éclair, ou si ce n'est qu'une visite par volontarisme, par volonté d'être présent, d'être visible, de montrer que l'ONU fait quelque chose. On verra bien. Daniel Cheikh, vous avez l'impression que... Je serais moins poli, je suis désolé, mais quand Ban Ki-moon parle comme ça, moi je m'endors. Honnêtement, je trouve ça nul. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Évidemment, il faut se parler, il faut que tout le monde s'aime. Oui, c'est clair, mais est-ce que les Nations Unies, avec l'histoire de leur implication, de leur capacité de s'impliquer dans notre conflit, est-ce que les Nations Unies sont véritablement l'acteur international pour provoquer cette reprise? Je m'en doute. D'ailleurs, je trouve que nous sommes ici victimes, comme souvent, de deux vérités. La première, c'est que des leaders faibles sont la plupart du temps incapables de prendre des grandes décisions, et reprendre les négociations, c'est une grande décision. Il y a une faiblesse chez les Palestiniens, il y a une faiblesse relative de notre côté, puisque Benjamin Netanyahu est à la tête d'une coalition qui ne le soutient pas entièrement et qui repose sur une minime majorité. La deuxième vérité, encore plus triste, c'est que depuis des décennies, nous sommes dans un cercle vicieux où, dans l'esprit des gouvernements israéliens et d'ailleurs du public israélien aussi, on ne négocie pas sous la pression de la violence, ce qui paraît légitime, mais quand il n'y a pas de violence, qu'est-ce qui presse? Pourquoi négocier? Et donc on se trouve dans des situations où, d'une part, il n'y a pas de motivation quand tout est calme, et d'autre part, quand il y aurait une motivation, il y a cette règle, on ne parle pas sous pression de la violence. Je ne suis pas d'accord. D'abord, Israël a négocié sous la violence à de nombreuses reprises, et quand il n'y a pas de violence, la société israélienne dans son ensemble, dans sa majorité, est non seulement pour une solution, mais a intérêt à avoir une solution. Et de l'autre côté, vous avez une société, on le voit tous les jours aujourd'hui, qui glorifie la mort et le meurtre de juifs, qui définit le meurtre d'innocents juifs comme un commandement religieux, verser son sang pour Allah. Donc c'est pas qu'il y a un manque de volonté du côté israélien. Bien entendu qu'il y a une volonté, mais il y a là, et là je rebondis sur ce que vous avez demandé sur Ban Ki-moon. Le problème de Ban Ki-moon, c'est qu'il est secrétaire général d'une organisation des Nations Unies qui ne représente pas une certaine famille idéologique de pays, mais tous les pays de la planète. Et par conséquent, il ne représente rien, parce qu'il n'y a pas de communauté internationale. C'est un oxymore, et par conséquent, par définition, il adopte toujours et systématiquement une position de relativisme moral et de middle ground, du centre, et il n'accuse personne, il a toujours un relativisme absolu, et par conséquent, il n'est pas crédible. Et là-dessus, je reviens sur ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de symétrie possible entre une société qui a le culte de la mort et une société occidentale qui a un intérêt économique évident à avoir un accord et à payer un certain prix, mais de l'autre côté, ce prix n'a aucune relevance, puisque c'est un combat idéologique et religieux de l'autre côté. Et ça, il faut le rappeler. Alors on a vu ce soir que Mahmoud Abbas, eh bien lui évidemment c'est pas une surprise, mais il dit que finalement ce sont les Israéliens qui sont responsables de cette vague de violence parce qu'ils ont rendu, je cite, la vie insupportable aux Palestiniens qui vivent sous occupation.
il y a toujours ce même narratif de part et d'autre, on n'en sort pas finalement? Oui, bien sûr que ce sont les Israéliens qui sont coupables. Que voulez-vous qu'ils disent d'autre? On s'attendrait à bien moins, n'est-ce pas? Bon, maintenant, sérieusement, les Palestiniens qui sortent dans la rue pour affronter les forces de police ou qui sortent avec des couteaux ou encore avec des armes à feu, quand on les entend, ils ne disent jamais « j'ai fait ça à cause de l'occupation » ou parce que la vie à Jérusalem-Est est devenue insupportable, parce que la mairie n'a pas nettoyé dans la rue ou je n'ai pas de permis de construire. Tous ces griefs sont certains, ils existent et dans une certaine mesure, ils sont valables, mais ce n'est pas ce qu'on entend de la bouche de ceux qui créent aujourd'hui la violence dans la rue. Eux, ils n'ont qu'un mot à la bouche, Al-Aqsa. Alors, il faudrait tenir un discours de vérité. S'il y a une violence aujourd'hui, ce n'est pas à cause de tous les problèmes réels, moitié réels ou imaginaires que nous connaissons. Ce n'est pas à cause de tous les griefs et les plaintes que nous connaissons. C'est à cause d'une seule chose, Al-Aqsa. Et c'est ce qui nous mène à la conclusion que si les gens, maintenant, si la situation s'est détériorée de la manière dont elle l'a faite, c'est parce que quelque chose a poussé ces gens, au nom d'Al-Aqsa, d'avoir recours à la violence. Et on voit bien une motivation religieuse ou une ferveur nationaliste religieuse derrière tout ça. Après, évidemment, on peut ajouter à ce mouvement l'insatisfaction et le désespoir général, si on veut, mais ce n'est pas cela qui a poussé les gens dans la rue. Et ça, il faut être bien clair dans l'analyse de ce qui se passe. Il faut dire que les gens sont là pour Al-Aqsa parce que, pense-t-il, Israël est en train de détruire Al-Aqsa. Ouais. D'autant qu'aujourd'hui, Netanyahou a dit, Daniel Sheikh, ça doit vous faire réagir quand même, que les premiers ministres de gauche avant lui avaient beaucoup plus construit d'implantations que lui. Il a donné des chiffres. Donc finalement, ça dépend à qui il parle, parce qu'une semaine avant, il s'est vanté d'avoir construit plus que tout le monde depuis 2 ans, mais je ne vais pas rentrer dans cette guerre des chiffres, d'ailleurs je la trouve inintéressante. Une fois n'est pas coutume, je vais donner raison à mon ami Emmanuel Navon. Je me suis trompé. Il y a un risque. Non, pour dire que, pour rebondir sur ce que dit Igal, représentant une société et une moralité qui rejette le culte de la mort, je ne peux pas accepter une explication rationnelle, religieuse, passionnelle, émotionnelle ou autre pour sortir dans la rue et poignarder le premier passant qu'on rencontre simplement parce qu'il est juif. Il n'y a aucune... Ça ne rime à rien dans mon esprit. Donc toutes ces explications, j'ai fait ça à cause de ça, j'ai fait ça à cause d'Al-Aqsa, j'ai fait ça à cause de la pauvreté de ma tante, etc. Ça ne marche pas. Cela dit, ça ne change rien à l'obligation de l'occupant israélien de traiter de manière équitable les citoyens palestiniens, certainement ceux de Jérusalem qui sont en fait annexés à l'État d'Israël, qui sont sous l'entière responsabilité de l'État israélien et surtout de la municipalité de Jérusalem. Et personne ne peut contester qu'il y a un fossé dans le degré d'investissement dans la vie de tous les jours des citoyens juifs par rapport aux citoyens palestiniens. C'est une faute qu'il faut corriger, pas pour apaiser maintenant la violence, parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand ce sont vos citoyens. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Il faut bien comprendre que les habitants arabes de Jérusalem, qui depuis 1967 ont le statut de résident et ont le droit de demander la citoyenneté, beaucoup la demandent et l'obtiennent, mais à chaque fois qu'ils voient, quand il y a des processus de négociation et que on a semblé s'approcher dans le passé d'un accord, ils se sont précipités pour demander cette citoyenneté pour rester du côté israélien. Parce qu'ils savent, eux, ils votent avec leurs pieds. Ils préfèrent être du côté israélien en dépit de ce que vous décrivez. Maintenant, en ce qui concerne... Mais est-ce que ça justifie de les maltraiter, de les traiter moins bien que vous, ou que Igal qui habite à Jérusalem? La mairie de Jérusalem, aujourd'hui, le maire de Jérusalem fait beaucoup pour qu'il y ait une égalisation. Il fait beaucoup plus que les autres, mais certainement pas assez. En tout cas, eux votent avec leurs pieds. Maintenant, sur la question que vous avez posée sur les chiffres, sur la reconstruction... Pour le moment, ils votent avec leurs poignards, pas avec leurs pieds. Mais ça, c'est aussi à cause de cette incitation. Maintenant, vous avez posé la question des constructions des chiffres. Ces chiffres existent. D'ailleurs, je vous invite à lire demain
à ma colonne hebdomadaire sur le site de I24 News, où il y a des chiffres du bureau des statistiques israéliens qui prouvent effectivement que sous Netanyahou, depuis 2006, il y a eu 20% de construction en moins dans les territoires que sous ses prédécesseurs, dont Ehud Olmert. Je suis sûr qu'il en est très fier. Mais c'est un fait. Entre parenthèses, ce sont des données objectives. Et par conséquent, lorsque John Kerry dit « Ah oui, il y a un désespoir à cause de la colonisation, parce que cela a augmenté énormément ces dernières années », ça a diminué ces dernières années, mais bien entendu, encore une fois, mettre ces meurtres sur le compte de la construction, c'est une aberration. Donc l'erreur de John Kerry est double. D'abord, il se trompe sur la raison de la violence, et il se trompe sur les chiffres. Et ben voilà, merci pour cet éclairage. Merci Emmanuel Navon, merci.